scène littéraire africaine prépare à célébrer la première édition de l'Arc-en-Ciel du livre centrafricain qui aura lieu le 9 novembre dans le 15e arrondissement. C'est un événement unique qui vise à mettre la lumière sur les auteurs centrafricains, mais pas que, ceux qui écrivent aussi sur l'histoire ou le pays de la République centrafricaine. Et pour en parler, nous accueillons deux de ses organisateurs, Jean-Pierre Marin. Bonjour. Ancien député de la République centrafricaine, et à votre actif, vous avez deux ouvrages. Ensuite, nous accueillons Victor Bissengue. Oui, bonjour. Vous êtes chercheur en anthropologie, avec à votre actif plusieurs ouvrages, dont 4 sur les pygmées Aka. Donc bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi est-il important de mettre en avant les livres, les auteurs centrafricains pour cette première édition ? Il importe en effet de parler de livres, parce que le livre, c'est un support qui permet donc de mémoriser et d'archiver, mais aussi c'est un moyen de pérenniser certaines documentations, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'oralité, mais il y a aussi les supports, et donc les deux se complètent. Donc ces supports qui ont même évolué, parce qu'on ne parle pas seulement de livres, mais on parle aussi de supports numériques. Or, les supports numériques partent aussi du livre, pour l'essentiel. Alors donc, c'est important pour un pays comme la République centrafricaine aussi de suivre donc, cette démarche du siècle. Et cette démarche, comment elle a été construite ? Oui, tout part du constat que les jeunes centrafricains ne connaissent pas les auteurs qui écrivent sur la République centrafricaine. C'est l'effet mondial. Les jeunes lisent peu, mais les vieux aussi. Et en plus de cette difficulté concernant la lecture, donc l'utilisation du support dont Victor Bissengue vient de parler, il se pose un problème particulier en République centrafricaine, et c'est les lieux de conservation. Parce que lorsqu'on écrit des livres, il faut bien que ces livres soient stockés quelque part, gardés quelque part pour être accessibles. Et en République centrafricaine, on n'a pas de bibliothèque nationale. Ce problème-là, oui. Et il n'y a pas, tous les établissements scolaires n'ont pas de bibliothèque, ce qui rend difficile l'accès aux livres par les jeunes. Est-ce que c'est cela qui explique le fait que les gens lisent peu ? Je ne sais pas. Mais bon, la genèse de cette initiative part de ce constat. Et donc, nous nous sommes dit, est-ce que, comme nous n'arrivons pas à vendre nos ouvrages au rythme qu'on veut, est-ce que ce ne serait pas bien qu'on essaie de créer une journée dédiée aux livres en République centrafricaine. Et donc, c'est de là qu'est né Arc-en-Ciel. Nous allons procéder à la première édition le 9, et nous espérons que les jeunes centrafricains qui vivent ici ou en Centrafrique vont s'accaparer de l'idée pour que ça se perpétue. Pourquoi avoir choisi le nom Arc-en-Ciel ? Oui, Arc-en-Ciel, c'est aussi... ça renvoie aux couleurs. Il y a plusieurs couleurs pour composer ce qu'on appelle l'arc-en-ciel, c'est-à-dire les différents éléments de la République centrafricaine. Il y a une sorte de mosaïque, si on parle de la population, mais si on se réfère donc à la publication au livre, cette rencontre ne réunit pas seulement les Centrafricains. Il s'agit des gens qui écrivent sur la République centrafricaine, sur l'histoire de la République centrafricaine, sur la civilisation, sur la situation générale de la République centrafricaine. Donc, parmi ces gens-là, il y a des Centrafricains, mais il y a des non-Centrafricains ou des étrangers tout court, et qui écrivent sur ce pays. Donc, ce mélange, c'est ça qui nous a amené aussi à parler de l'arc-en-ciel, parce qu'il y a plusieurs couleurs, et ces couleurs sont complémentaires. Il y a des hommes et des femmes, surtout. Il y a des jeunes et des vieux.
donc ça complète. C'est pour rassembler. Et en soi, cette première édition est en France. Donc, certes, elle va toucher beaucoup plus aussi les personnes de la diaspora. En tout cas, c'était un choix de votre part aussi de mettre cette première édition ici. Est-ce qu'à l'avenir, vous souhaitez qu'elle se déroule donc en Centrafrique ou commencer d'abord à toucher la diaspora? Mais la première édition a lieu ici parce que nous vivons ici. Mais les contributeurs, ceux qui ont poussé pour que l'idée ait lieu, sont ailleurs. Il y a le professeur Ngerkata qui enseigne à l'Université du Michigan aux États-Unis. Il y a quelqu'un comme Satoulou qui est un ancien fonctionnaire de l'OMS, qui a vécu en Afrique de l'Ouest. Il y a des Centrafricains en Afrique de l'Ouest. Il y a aussi ici en France des anciens chercheurs qui sont dissipés à travers le pays, enfin à travers la France. Donc nous avons choisi cette première édition, c'est un exercice. Et suivant la résonance que ça va avoir, il n'est pas exclu que l'édition 2 se tienne ailleurs. Mais bon, pour le moment, on se concentre sur la réussite de la première édition. Et en plus, ici c'est en vrai France. Que vous avez pointé le manque d'intérêt des jeunes pour la lecture. On en avait parlé, René Maran, premier noir prix Goncourt avec son roman Batouala. Pourquoi, à votre avis, cette jeunesse n'est pas au courant justement des prix, des auteurs africains? Est-ce que de la part aussi du gouvernement, il y a un manque aussi de moyens dans la culture ou c'est vraiment la jeunesse en elle-même qui est un peu à côté? Bon, je laisse Victor répondre à cette question parce qu'il vient de la région. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est le problème de la lecture, le problème d'accès aux livres. Il faut dire qu'à une certaine époque, depuis l'école primaire, les élèves étaient habitués aux livres, à lire des livres, sous plusieurs formes, ce soit en bande dessinée ou bien des livres classiques et autres. Mais arrivé à un certain moment, c'est comme si les gens se sont repliés sur eux-mêmes, ils ont d'autres problèmes. Et aussi, c'est le cadre dans lequel ils se trouvent, eh bien, les livres se sont raréfiés. Comme nous l'avions souligné à un moment donné, eh bien, il n'y a plus de bibliothèques. Il n'y a plus de lieux où les gens peuvent aller chercher de la documentation ou de livres, même ne serait-ce que les bandes dessinées. Et les bibliothèques, même scolaires, universitaires, il n'y a pas grand-chose. Alors, à partir de ce moment-là, les gens ne savent plus où aller chercher des ouvrages. Mais en plus de ça, il y a un autre problème dans la société, c'est-à-dire le peu de livres. En fait, il faut saisir une chose, c'est l'évolution de la lecture, de la formation de l'école est fonction de l'État au niveau national. À partir du moment où l'État, qui a pour mission de former, d'éduquer, manque à sa mission, eh bien la répercussion est énorme. Donc chacun pour soi, et de plus en plus les gens s'éloignent donc de l'école, de la lecture. Et les bibliothèques nationales, si ça existait, ou les bibliothèques scolaires ou universitaires existaient réellement, certains auraient pu faire l'effort d'aller chercher ces ouvrages-là. Mais il y a des difficultés. Je voulais revenir sur la question de René Maran. Alors, René Maran écrit le roman Batouala à Grimari. Et Grimari se trouve au centre de la République centrafricaine. À l'époque, ça faisait partie du département, enfin, circonscription de la Kémo-Gribingi. Aujourd'hui, Grimari fait partie de la Ouaka. La particularité de Grimari, c'est qu'il y a un brassage sociétal, c'est-à-dire les Manja et les Banda vivent ensemble. Il y a toute une organisation sociale qui existe. Et René Maran, qui est venu, c'était un administrateur colonial.
il a passé son temps à examiner, à observer et à chercher à comprendre comment vivent ces gens que je suis amené à administrer. Bon, dans les années 60, le roman était disponible dans les écoles. Moi, j'ai lu René Maran. Mais c'est depuis les années 60-80 en montant, avec le phénomène qu'il vient de décrire, que les jeunes n'ont pas accès à ces vieux ouvrages. Mais il n'y a pas que René Maran. Il y a des gens comme Gouémidé, l'auteur du Silence de la forêt. Il y a McFoy, il y a Boda. Il y a beaucoup de Centrafricains qui ont écrit. Alors, nous, en lançant l'idée ici, on n'a pas trop vu l'aspect gouvernemental parce que moi-même, je suis dans la politique, mais on a vraiment exprès mis de côté la question de la responsabilité gouvernementale. C'est vraiment le comportement sociétal vis-à-vis du livre et de la lecture qui nous a amenés à cette action qui va sûrement se poursuivre parce qu'il se pose une deuxième question qui est celle de l'utilisation de la langue que nous n'abordons pas dans cette édition. On parle juste, les livres sont écrits en français, on ne parle que de ça. Mais le problème est trop profond. Et par rapport à ce problème-là, comment, avec cette journée-là, vous comptez renforcer l'intérêt des jeunes, de la jeunesse, à lire? Le programme, il y a des tables rondes. Qu'est-ce que vous espérez pendant cette journée à ce que les jeunes soient beaucoup plus intéressés, pas forcément que les jeunes, hein, mais à lire en tout cas les auteurs centrafricains? Oui, l'objet de cette rencontre, c'est justement pour intéresser le public à ce qu'est le livre, la lecture. Parce que le livre, c'est la connaissance. Le livre, c'est aussi de l'information. Le livre renvoie aussi à toutes les disciplines qui soient. Donc, que ce soit l'histoire ou le roman, la littérature ou les contes, et on trouve tout à travers les livres. Donc, je dirais même que tout est caché dans le livre. Alors donc, il faut aller chercher. Sinon, c'est pourquoi vous organisez une table ronde avec 5 auteurs spécialistes dans cette question. C'est un choix. Il fallait bien qu'on fasse un choix. Donc, la première partie de l'émission, ça va être présentation de la genèse de la journée, je veux dire. Ça va être après la dégustation de quelques culinaires centrafricaines. On veut vraiment voyager. Voilà. Il y aurait la conférence de presse pour planter le décor. Et puis, on fera un tour dans la forêt avec Gouémidé. Mais le noyau de la journée, c'est vraiment la table ronde. Et là, on a eu la chance d'être amis à des... Bon, je ne dirais pas des éminences grises, mais des gens qui ont travaillé en Centrafrique comme enseignants. Donc, il y a le docteur Penel, qui est un spécialiste, disons, de la République centrafricaine. Il a écrit beaucoup de livres sur l'histoire de la République centrafricaine, plus que les Centrafricains eux-mêmes. Il a écrit sur Boganda. Il y a Paulette Roulon, qui... pendant ses activités, j'espère que c'était pendant la coopération, qui a travaillé en Centrafrique comme chercheur. Elle est au CNRS. Elle connaît la problématique de l'oralité que vient d'évoquer Victor. Ensuite, il y a un archéologue qui a aussi travaillé au CNRS. Tous, ce sont des docteurs. Bon, ce n'était pas choisi exprès, c'est par rapport à leur spécialité. Et donc, comme c'est une journée qu'on ne veut pas trop long, il fallait qu'on choisisse. Et donc, on a décidé de retenir ces 4 personnes. Il y a une 5e personne qui est un chercheur basé à Perpignan. Et lui, il a beaucoup fait des recherches pour identifier les auteurs de recherches scientifiques. C'est peut-être l'invité surprise, on espère qu'il serait là. Mais bon, on ne pouvait pas mettre 10 auteurs sur, dans la table ronde parce que, autrement dit, il aurait fallu 2 jours pour la journée. Ben oui, mais
y aura une autre personne qui va mettre l'accent sur l'aspect juridique. Ah oui, j'ai oublié docteur Desballes. Oui, c'est vrai. Il y a une dame. L'aspect juridique, c'est-à-dire, c'est pour... Alors, il y a 4 grandes figures et puis une personne surprise. 2 hommes et 2 femmes. Bon, c'est là que nous montrons l'esprit arc-en-ciel. Il y a 2 femmes, 2 hommes, 2 noirs, 2 blancs. Donc, le premier va parler de l'histoire, c'est Dr Penel. Le deuxième, enfin l'autre, j'ai dit que c'est un archéologue qui va parler de la recherche. Troisième, c'est l'oralité. Et la quatrième, merci de me rappeler, c'est une avocate au barreau de Paris ici, Dr Desballes. C'est une famille où toutes les femmes écrivent. Et donc, c'était important et elle a accepté alors qu'elle a été contactée comme ça à la dernière minute. Elle a immédiatement accepté. Donc, elle, comme elle est docteur en droit, elle va se pencher sur la question de la législation autour de l'édition des livres, de l'exportation. Vous savez, quand on produit les livres ici, ça porte l'identité d'ici. Le numéro ISBN, c'est propre à chaque pays. Et nous, on écrit en République centrafricaine, mais comme on n'a pas de bibliothèque nationale, enfin, on n'a pas d'organe chargé de l'identification et de la conservation des livres, ça se passe à travers la Bibliothèque nationale de France. Parce que, oui, en soi, les coûts aussi des livres sont assez élevés. Et c'est à cause de ça, puisque nous produisons des livres par rapport au pouvoir d'achat d'ici. Et donc, c'est vendu dans un pays où le pouvoir d'achat est autre. Donc, Dr Desballes va peut-être nous éclairer un peu sur quels sont les aspects légaux, quels sont les problèmes juridiques qui se posent et comment est-ce qu'on peut inciter les responsables africains en général, tous les pays qui n'ont pas comme la République centrafricaine, qui n'ont pas de nomenclature ISBN. Donc c'est ça qu'on appelle... C'est une problématique que vous allez en tout cas trouver conciliée. Cette histoire de transmission, de recherche, notamment, vous avez été donc l'auteur d'ouvrages de Pygmée, notamment Aka. Est-ce qu'il y a un intérêt donc à ce que vous mettiez ça en avant, notamment avec la projection du livre, enfin l'adaptation cinématographique du roman Le silence de la forêt? Vous pensez que c'est un moyen justement d'attirer cette transmission, de la faire avec les jeunes? Pourquoi vous avez choisi ce film en question? Oui, c'est à dessein qu'on a choisi ce film. C'est pour établir la relation entre ce qui est écrit par des auteurs, mais ce qu'on peut faire aussi de ces documents, de ces textes, de ces livres, qu'on peut donc adapter, soit pour un documentaire ou alors un film, et d'autres auteurs comme des chanteurs peuvent aussi s'inspirer de ce qui est écrit. Donc le livre sert à beaucoup. Et c'est le cas présent, c'est-à-dire Étienne Goemide, il avait écrit ce livre-là, et puis ça a donné l'envie à 2 réalisateurs, un Camerounais et un Centrafricain, à se mettre ensemble et d'écrire ce scénario. Et ils ont mis en scène. Et ce livre, et ce film est très apprécié et tout le monde a envie de voir ce film-là. Alors, donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut tirer d'un livre. Alors, le livre, c'est aussi une ouverture sur le monde. Et ainsi, les chercheurs, par exemple, de la République centrafricaine, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire. Et certains ont même écrit, mais leurs documents, leurs manuscrits, ils restent inédits. Alors, donc, et ce n'est pas diffusé. Alors, justement, ça pose le problème de structure et le problème de l'incitation ou à ce que les gens puissent s'intéresser à cela, puisque le livre, ça fait partie de la culture. Or, la culture
non seulement ça permet donc d'ouvrir l'esprit aux gens, mais c'est aussi un moyen économique, quelque chose qui rapporte aussi à l'État, à tout le monde. Des gens peuvent en vivre. Alors, vous voyez par exemple un film ou un livre, prenons le cas de la France, mais vous voyez bien la place qu'occupent les auteurs ou bien les réalisateurs. Voilà. Donc ça aussi, c'est une part qui est non négligeable du livre. Donc, et ces auteurs-là, on ne les connaît pas. Voilà. Il y a un manque de valorisation, comme vous l'avez dit. En France, on remet des prix, on met en avant, que ce soit même au niveau des films. Est-ce que c'est un petit pas que vous souhaitez donc mettre en avant avec cette première édition, de valoriser, de mettre en avant ces oui, mais justement, tout à l'heure, on parlait des René Maran. Mais les René Maran a écrit sur ce territoire, mais ça lui a valu... C'était le premier à avoir eu le prix Goncourt. Et c'était le premier noir. Il a été classé comme ça, le premier noir à avoir écrit. Mais il a écrit où et sur quoi? Mais c'est sur la République centrafricaine. Et ça lui a valu ce prix. Et jusqu'à présent, les gens en parlent. Et ça date de 1921. Ça veut dire qu'il avait écrit avant 1921. Alors, et c'est l'une des premières personnes, le premier auteur à s'être intéressé à ce territoire-là. Je voudrais revenir sur les Pygmées. Bon, l'auteur ne s'est pas attardé sur la question, mais je reviens quand même dessus. Alors, il y a deux approches dans la journée. Et à montrer ce que Goyemide a écrit. On rappelle que Goyemide a étudié ici en France, est rentré, a enseigné beaucoup de gens. Il a terminé dans la politique, paix à son âme, il est mort. Son livre décrit une situation assez particulière. Il s'agit, Goyemide l'a imaginé, mais c'est une réalité. Il s'agit de quelqu'un qui est parti de là-bas, est venu ici, a connu l'Occident, repart dans son pays et prend conscience que les Pygmées représentent une valeur culturelle. Et donc, toute sa vie, je parle du roman, je ne parle pas de la personne de Goyemide, mais de son roman. Le personnage dans ce film rêve toute sa vie d'aller vivre chez les Pygmées, avec les Pygmées, et ne l'a jamais pu réaliser. Alors, pourquoi les Pygmées? Et c'est à travers les écrits de Victor que j'ai commencé aussi un peu à regarder les Pygmées. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup de sauvegarde de la nature, protection de la nature, comment vivre en symbiose avec la nature. Les Pygmées connaissent ça. Lorsque vous prenez la musique centrafricaine, lorsque vous écoutez la polyphonie pygmée, mais c'est extraordinaire, sauf que ce n'est pas mis en valeur, ce n'est pas mis pour obliger la société à s'approprier. Quand on parle pas sur l'aspect médical, les Pygmées, ils n'ont pas besoin de médecine chimique ou de médecine industrielle pour se soigner. Ils se soignent avec les plantes. Ils connaissent parfaitement quel est le type de plante qu'il faut utiliser à quel moment pour être en bonne santé. Et la chasse et autres. Et dans un de ses livres, un des pharaons a fait venir un pygmée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne dit pas exactement d'où est parti ce pygmée. Mais Victor a réussi à mettre en évidence que ce pygmée est probablement parti de la République centrafricaine. Donc oui, on espère que les éditions subséquentes vont se pencher sur ces différentes questions culturelles. Il n'y a pas que les Pygmées comme société décrite dans des livres qui ont des apports assez particuliers pour l'humanité. Il y a les Pygmées, il y a les Mbororo, il y a les Litos, il y a 4 autres groupes que je ne maîtrise pas effectivement. Donc ces minorités, il y a eu des Européens qui les ont visités, qui les ont décrits. Et
la problématique du livre, c'est ces Européens sont arrivés, ils ont communiqué avec ces gens-là. Dans quelle langue? Puisque les Pygmées ne parlent pas français et l'Européen qui arrive là-bas, il parle soit espagnol, portugais. Il y a beaucoup de films portugais actuellement sur les Pygmées et sur YouTube. C'est vrai que c'est un moyen de transmettre en soi, voilà. À travers des images. Exactement. Comme vous l'avez dit, écrit, même chanté. Oui. C'est pour ça que vous allez faire aussi une des lectures dont on aura l'occasion de voir votre ouvrage inédit. Oui. C'est ça. Donc, il y a un peu de tout pour résumer un peu à quoi s'attendre au niveau de cette première édition, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Oui. Qu'est-ce que vous avez à passer comme message à cette jeunesse centrafricaine et pas que africaine, à la recherche de ses racines, de ses cultures? Je parle et puis tu clôt parce que le droit de naissance, il faut que ce soit toi qui termine. Bon, alors déjà, à la fin de la soirée, il va y avoir effectivement 4 lectures, mais ça aussi, c'est choisi. Donc, il y a un passage du legs des Pygmées pour parler de l'héritage que les Pygmées nous laissent et que nous n'en apercevons pas. Ensuite, il y aura l'école Mon École qui parle d'une problématique bien particulière qui est quel est le sens de l'école pour les pays africains. Nous allons à l'école là pour faire quoi? Est-ce que c'est pour faire l'intelligence artificielle, la robotique, pendant que nous ne savons pas manger le manioc? Enfin, préparer le manioc. En tout cas, oui. Voilà, donc ça remet en cause la notion d'école et la notion d'éducation. Le 3e texte va concerner la vue de la société centrafricaine, des dirigeants centrafricains, sous l'œil d'une petite fille. Mais ça, de toute façon, on aura l'occasion de voir ça le 9 novembre. Et puis, toutes ces lectures seront accompagnées par Gervais Lacosso, qui est il est opérateur culturel. Il est chanteur, mais il a écrit aussi. Il y aura en tout cas du beau monde. Oui. On voit qu'il y aura du beau monde. Et Gervais Lacosso se trouve en France, donc il a accepté de faire tout pour être là ce jour et nous réciter ses contes en complément de la lecture. Et il va jouer de la guitare. On espère que la journée qui va se terminer par cette lecture et les contes serait l'apogée et que ça nous permettra de réfléchir sur le futur, mais le futur, je laisse un petit dernier mot de la fin. Oui, non, mais là, c'est une incitation, c'est une fenêtre qui s'ouvre et on aimerait que tout le monde puisse être sensible aux problèmes du livre, aux problèmes de publication, d'édition et de diffusion des œuvres de la pensée, de la culture, et qu'il s'agisse aussi de la langue, ou le français, ou les langues comme le sango, la langue nationale. Eh bien, il y a des auteurs, même parmi ceux qui seront présentés. Il y a des dames qui ont occupé une bonne place, ont écrit entièrement en sango. Eh bien, et bien sûr, sans oublier un spécialiste national, je peux le dire, Marcel Dikidiri, et qui est le précurseur dans l'étude des langues et la langue sango. Eh bien, on a hâte de voir ça le 9 novembre dans le 15e arrondissement à Paris. Et on se retrouve très prochainement dans l'entretien du jour sur Global Africa Télé Sud.